Bonjour, dans cette vidéo vous allez avoir la correction de deux activités qui portent en fait sur le même thème. Alors déjà qui portent sur le son, mais plus particulièrement sur la propagation du son et encore plus particulièrement sur les appareils qui utilisent la propagation du son pour mesurer des distances. On a déjà vu dans une activité précédente donc le son se propageait d'un émetteur jusqu'à un récepteur. On a vu que le son dans l'air se propageait à une certaine vitesse qui est de 340 mètres par seconde environ. Et donc on va voir ici donc deux appareils qui utilisent cette propriété-là pour mesurer des distances, à savoir le télémètre à ultrasons, donc c'est cet appareil-là qu'on peut même trouver en supermarché, et le deuxième appareil donc qui lui se trouve pas en supermarché, qui équipe certains bateaux, même la plupart des bateaux actuellement. Et ces deux appareils-là donc utilisent les propriétés du son pour mesurer des distances. Alors le premier appareil, donc le télémètre, donc on le met en face d'un mur et donc l'émetteur et le récepteur se situent sur le haut de l'appareil et un écran nous permet de lire le résultat de la mesure. Donc là on imagine sûrement 7,62 mètres. C'est des mesures qui sont quand même assez précises et surtout qui sont très rapides à faire. On va essayer de voir en détail comment ça fonctionne. Alors première question ici, il faut retrouver donc dans l'activité précédente la vitesse de propagation du son dans l'air. Donc ça je l'ai déjà rappelé, c'est donc 340 mètres par seconde. Je vous rappelle que 340 mètres par seconde, ça veut dire 340 mètres chaque seconde, ce qui veut dire qu'au bout de 3 secondes, eh bien le son aura fait à peu près 3 fois 340, ce qui fait à peu près 1 km. Donc toutes les 3 secondes, le son parcourt à peu près 1 km. Donc c'est une vitesse qui est très grande par rapport à ce qu'on connaît nous, mais qui n'est pas infinie. Donc le télémètre à ultrasons utilise les ultrasons pour mesurer des distances. Peut-on entendre le son émis par le télémètre? Justifie ta réponse. Alors pour répondre à cette question-là, il faut donc relever que c'est un télémètre à ultrasons, et pas simplement à son, et se rappeler ce que c'est qu'un ultrason. Un ultrason, justement, c'est un son que on ne peut pas entendre. Plus précisément, on a vu qu'il y avait deux sortes de sons qui étaient inaudibles, les infrasons, qui avaient une fréquence trop petite, et les ultrasons, qui avaient donc une fréquence trop grande. Trop grande, on préfère être plus précis que ça, donc ça va être des fréquences supérieures à 20 000 Hz, puisque c'est avec les Hz qu'on mesure la fréquence, je vous rappelle. Et donc ça veut dire que l'air sur l'oreille va vibrer plus de 20 000 fois par seconde, et ça c'est une vibration trop rapide pour que notre oreille l'entende. On continue l'activité où on imagine que John essaie de fabriquer lui-même un télémètre. Et pour faire ça, eh bien, il essaye de bricoler un télémètre à l'aide d'un composant qu'il achète sur internet dont on voit clairement l'émetteur et le récepteur. Et cet émetteur et ce récepteur, donc il le branche sur une carte Arduino que vous connaissez sûrement puisque vous avez dû l'utiliser en technologie. C'est peut-être des choses que vous utiliserez d'ailleurs l'année prochaine en troisième lorsque vous construirez des robots. Ça permettra de connaître la distance qui sépare le robot de l'obstacle par exemple. Et donc John s'informe sur internet et en particulier il trouve la formule suivante qui permet de déterminer normalement la distance qui sépare l'ensemble récepteur-émetteur du mur qui se trouve en face. Et il trouve une relation sous la forme vitesse du son fois temps de parcours divisé par 2. Le travail que l'on nous demande à la question numéro 3, c'est d'expliquer d'où sort cette relation mathématique. Ici, il faut se rappeler ce qu'on a déjà fait à l'activité précédente et même au chapitre précédent. C'est une relation qui fait intervenir la distance, la vitesse et le temps. Donc nous on connaît déjà une relation qu'on va rappeler tout de suite. Cette relation c'est V, la vitesse, est égale à la distance divisée par le temps, qui peut être transformée pour calculer une distance. Maintenant, si on exprime une distance, on trouve une relation D est égale à V fois T. Et on voit que cette relation que l'on a apprise, elle est différente de celle qui a marqué au-dessus. Et c'est donc ça qu'il va falloir expliquer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la distance qui est marquée dans cette relation-là, c'est la distance effectivement parcourue par le son. Sauf comme c'est bien précisé dans l'énoncé, le son, il fait
l'aller-retour entre le capteur et le mur. Hein, c'est marqué ici. Or, nous, ce qui nous intéresse, et c'est bien précisé dans la relation, c'est la distance de l'aller simple. Bien sûr, la distance de l'aller simple, c'est la moitié de l'aller-retour. Donc c'est de là que provient le facteur 2 ici. Mathématiquement, on peut donc écrire que la distance de l'aller simple, c'est égal à la distance parcourue par le son divisé par 2, c'est-à-dire la vitesse fois le temps de parcours divisé par 2. Question numéro 4. On apprend que lors de son premier test, le télémètre mesure un temps d'aller-retour de 0,053 secondes, c'est-à-dire 53 millisecondes. Quelle distance sépare le télémètre du mur situé en face? Il va falloir détailler le raisonnement. Donc ça va être assez simple, il va falloir qu'on utilise la relation qui est marquée au-dessus. Je vous rappelle qu'on commence toujours par marquer la relation littérale, donc avec des lettres, et que ce n'est qu'après qu'on va remplacer par les valeurs. Ce qui donne une vitesse égale à 340 mètres par seconde, un temps de 0,053 secondes, donc les secondes simplifiées, on obtient un résultat en mètres, et ce résultat-là, il va falloir le diviser par 2 pour obtenir juste l'aller simple. On obtient 18,02 divisé par 2, ce qui fait un aller simple qui mesure environ 9 mètres, plus précisément 9,01 mètres. Et c'est donc comme ça que le télémètre va, de par la mesure d'une durée, en déduire une mesure de distance. Activité numéro 2, c'est une activité qui explique le fonctionnement de manière assez simple du sonar. Donc ici, on a deux graphiques qui sont représentés et qui sont associés à la situation qui se trouve à droite. Donc le bateau est à la surface, bien sûr. Il va envoyer donc des ondes sonores, mais attention, c'est des ondes sonores qui se déplacent dans l'eau, puisque le son peut se déplacer dans tous les milieux matériels. Par contre, il ne se déplace pas dans le vide. Il n'y a que la lumière qui peut se déplacer dans le vide. Donc ces ondes vont aller jusqu'au fond de la mer, et lorsqu'ils rencontrent le fond de la mer, vont rebondir sur le fond de la mer et retourner jusqu'au bateau. C'est comme ça qu'on peut comprendre ici le graphique qui se trouve à gauche. Ici, on a représenté sur le graphique deux phénomènes différents. Le phénomène d'émission du signal sonore, donc c'est une brève impulsion. Et cette impulsion-là, elle n'est pas reçue tout de suite, bien sûr, puisqu'il faut qu'elle ait le temps de faire un aller-retour, donc elle n'est reçue que après sur le récepteur. Et le décalage entre cette position-là et cette position-là va nous donner le décalage temporel entre l'émission et la réception. Alors sachant que, c'est expliqué ici, hein, chaque carreau représenté ici va représenter 50 millisecondes. C'est pour ça qu'il est marqué 50 millisecondes par division. Une division, c'est un carreau. Si vous faites une recherche sur internet en marquant principe du sonar, vous cliquez sur le premier lien et donc vous allez tomber sur cette animation là. Donc on retrouve ici le signal émis par le bateau, donc qui est représenté par les petits traits là. Donc il faut imaginer un son qui part du bateau et qui va descendre, toucher le fond et remonter. Lorsque le signal est remonté, on le capte sur le trait rouge. On voit ici donc qu'il y a un certain décalage qui correspond au temps pris par le son pour faire l'aller, puis le retour. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une simulation, donc je peux modifier certains paramètres. En particulier, je peux déplacer le bateau et le placer à un endroit où le fond est plus éloigné. Si je regarde maintenant, j'observe deux choses. D'une part, le signal s'est éloigné, parce que ça prend plus de temps au son pour faire l'aller-retour, mais aussi je vois que le son est plus petit, puisque plus le son doit parcourir une distance grande, plus il va être faible le son. Vous savez bien que
On entend mieux quand on est plus près que quand on est plus loin. Donc ça va avoir une utilité assez importante pour les bateaux, puisque ça va permettre de savoir s'il y a beaucoup de fond ou s'il n'y a pas beaucoup de fond, et même plus précisément le nombre de mètres de fond. Et autre avantage, c'est que s'il y a des poissons, eh bien je vais pouvoir les détecter. Donc si je fais marcher l'animation, je vois ici le signal de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, qui correspond au fond marin. Mais ici, vous voyez qu'il y a maintenant deux signaux. Un signal qui correspond ici à une première partie qui est renvoyée, et là une deuxième partie qui est renvoyée. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie du son qui va être réfléchie par les poissons et qui va remonter, et une partie du son qui va passer au travers du banc de poissons et qui va aller jusqu'au fond, et remonter ensuite. Et donc, je vais savoir deux choses. Ici, je vais savoir s'il y a des poissons ou pas, et je vais savoir à quelle profondeur ils sont. Donc ça peut être très intéressant pour la pêche. Maintenant que tout ça a été expliqué, passons aux questions. Question 1. En utilisant le graphique, il faut calculer le temps t qui sépare l'émission de la réception du signal. Alors comment est-ce qu'on utilise ce graphique? Eh bien il suffit de compter le nombre de carreaux entre le signal d'émission et le signal de réception. On compte 1, 2, 3 carreaux et le multiplier par la valeur d'un carreau. Un carreau vaut 50 millisecondes. On en déduit donc que le temps qui sépare l'émission du signal de sa réception, c'est environ 150 millisecondes. Maintenant, on sait qu'à cet endroit, le fond est situé à 114 mètres du bateau. Il va falloir que, donc on a un schéma ici, il va falloir que l'on en déduise la vitesse du son dans l'eau. Il faut aussi faire attention au fait que le son fait un aller-retour. Donc en fait, pour faire simplement l'aller, le son ne met pas 150 millisecondes, mais juste 75 millisecondes. Je rappelle ici la formule qui permet de calculer la vitesse. Donc V, c'est la distance divisée par le temps. On vient de dire qu'il parcourt 114 mètres en 75 millisecondes. Alors si je veux passer en secondes, il faut que je convertisse. Et ça fait donc 0,075 secondes. Et ensuite, on utilise simplement la calculette pour trouver le résultat. Et on trouve donc 1520 mètres par seconde, ce qui est donc un résultat bien supérieur à la vitesse du son dans l'air. Et ça, c'est une propriété assez générale. Les vibrations, donc le son, va se propager beaucoup plus rapidement dans les milieux denses que dans les milieux peu denses. L'air, c'est un matériau qui est peu dense, il y a peu de matière à l'intérieur, donc la vitesse va être relativement faible, et plus la matière va être importante, plus le son va se propager vite. C'est le même phénomène que vous allez retrouver dans les phénomènes de tremblement de terre, où il va y avoir différentes ondes qui vont être perçues en fonction des milieux traversés. On continue avec la question numéro 2. Lorsque l'on est à la profondeur maximale, le sonar indique les courbes ci-contre. Il va falloir en déduire la profondeur maximale. C'est toujours pareil, on va devoir compter le nombre de carreaux. Donc ici, on a un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux, mais qui correspondent à l'aller-retour. Je peux en déduire donc que la durée d'un aller simple, ça correspond à 4 carreaux, c'est-à-dire 4 fois 50 millisecondes, c'est-à-dire encore 200 millisecondes. Maintenant, il faut que je me demande à quelle distance correspond un délai de 200 millisecondes. Pour cela, j'utilise toujours la même relation, V est égal à D divisé par T, et de cette relation-là, j'en déduis que D, c'est V fois T. Alors, vous pouvez, je vous rappelle, utiliser le triangle pour retrouver ces relations-là. Je remplace maintenant par les valeurs. Donc on a vu que dans l'eau, la vitesse du son était de 1520 mètres par seconde, fois le temps, mais qui doit être dans la même unité que pour la vitesse, c'est-à-dire en secondes. Donc ici, c'est 0,2 secondes qu'il faut prendre en compte. Et donc là, il suffit de prendre la calculette à nouveau. Et on trouve que le fond de la mer se trouve à 304 mètres. Question numéro 3, on va s'intéresser au banc de poissons. Alors, lorsqu'on passe au-dessus du banc de poissons, comme je vous l'ai montré, on observe le signal ci-contre. Comment peut-on repérer les poissons à l'aide du sonar? Eh bien, les poissons sont repérés
à l'aide du sonar car ils correspondent au premier pic. Je propose comme correction, si le signal émis par le sonar donne 2 pics en réception, cela veut dire qu'il y a un banc de poissons sous le bateau. Le premier pic correspond au son qui s'est réfléchi sur le banc de poissons, et le second pic correspond au son qui se réfléchit sur le fond marin. Dernière question, on va essayer d'estimer la profondeur à laquelle se trouve le banc de poissons. De la même manière, on compte le nombre de carreaux qui séparent l'émission de la réception due à l'écho des poissons. Donc on compte 1, 2, 3, 4, alors un tout petit peu plus que 4, on va être 4,2 carreaux pour, je vous rappelle, l'aller-retour. On trouve que la durée de l'aller simple pour le son est de 105 millisecondes. De la même manière que précédemment, je vais pouvoir en déduire la distance qui sépare le bateau des poissons. On repart toujours de la relation qu'il faut connaître V est égal à D sur T, qu'on transforme sous la forme D égale. Donc on trouve que D est égal à V fois T. La vitesse qu'il faut prendre en compte, c'est bien sûr la vitesse du son dans l'eau et pas dans l'air. Donc on prend 520 mètres par seconde, qu'on multiplie par le temps, c'est 105 millisecondes qu'on convertit en secondes de manière à ce que les secondes s'éliminent dans l'équation, ce qui nous fait donc 1520 fois 0,105. Et là, si on tape ce calcul-là et qu'on fait égal, on trouve que les poissons se trouvent approximativement à 160 mètres de profondeur. Donc si on veut réussir à pêcher ces poissons-là, il va falloir positionner un filet à cette profondeur-là. Voilà, l'activité est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris comment fonctionnait le télémètre, le sonar également. Il existe d'autres technologies qui utilisent ce principe d'écho, par exemple les échographies. Le chapitre là maintenant est terminé. Il y aura ensuite encore des exercices d'entraînement pour être bien sûr que vous maîtrisez les techniques de calcul. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine activité.